Le point 7. Le point 7. Votre émission de décryptage de l'actualité nationale et internationale sur Diaspora FM, la 102.3, tous les vendredis à 18h, rediffusion dimanche 17h. Merci à Amaury Yagua qui se fait fort chaque semaine de nous annoncer ici sur Point 7. Nous sommes en studio, nous sommes vendredi. Bonjour les gars. Bonjour. Bonjour Peggy Ludovic Dabar. Bonjour. J'ai envie de vous demander, sans être celui qui est autorisé à poser des questions, il est où Hilarion Kenyon? Hilarion Kenyon doit être dans un contradictoire au niveau du CNPA. Je crois que vous le savez mieux que moi. Le Conseil national du partenariat de l'audiovisuel et de la presse, ils ont des contradictions là-bas, je suis sûr. Ils n'ont pas que des contradictions, ils ont de véritables problèmes de d'entente, de raison pour faire avancer la presse. Et il faut qu'on les aide à savoir que ça a assez duré. Bon, je suis heureux quand même d'être avec mon frère et ami Yves-Patrick Loco qui nous a manqué beaucoup. C'est vous qui l'annoncez, finalement. Oui, il devrait être avec nous régulièrement, mais bon, il est là. On va lui faire l'injonction d'être plus régulier avec nous. D'accord, parce que c'est le plus jeune quand même. Oui, absolument. Je promets que le pari sera désormais tenu. On va faire l'effort d'être là. Vous savez, nous sommes à Glo, c'est la banlieue de Cotonou. Et la ville prometteuse. Voilà, et c'est la ville prometteuse. C'est bien d'être dans c'est pas la peine de faire. Voilà, c'est bien d'être dans la banlieue de Cotonou, d'être non loin de cette infrastructure où aujourd'hui le gouvernement béninois est en train de recruter beaucoup de jeunes. Pas de 1000 jeunes. Voilà, dans le textile et dans beaucoup d'autres corps. Donc c'est toujours bien de venir dans cette ville très prometteuse de Glo-Djigbe, située dans la commune d'Abomey-Calavi, et on espère peut-être qu'un jour, avec les réformes, que Glo devienne peut-être une commune à part entière. Mais vous n'aurez pas le choix, Patrick Loco. IPL. Donc dites-moi, en fait, je vous le dis parce que Glo-Djigbe, ça ne va pas rater. C'est nous qui allons abriter l'aéroport le plus grand du Bénin, et pourquoi pas de la sous-région. Et les Nigérians seront obligés d'affluer vers le Bénin pour venir prendre leur vol et pourquoi pas atterrir. Également, les autres pays de la sous-région et tout. Donc, vous avez vraiment, si vous avez des possibilités de prendre pied ici à Glo, faites-le vite. Glo-Djigbe, c'est une localité prometteuse, mais vous parlez tantôt de l'aéroport de Glo-Djigbe et vous avez entendu il y a quelques jours le directeur général des infrastructures, l'ancien syndicaliste du ministère des Transports. Je ne vous laisse pas poursuivre. Je ne vous laisse pas poursuivre parce que la semaine dernière on en a parlé, de long en large. On s'est même posé la question de savoir si c'est rejeté ou non, c'est pas rejeté. Il est là, Julien Kiti, il en parlera, c'était bon. Ce n'est pas rejeté, mais il y a les affres du conflit ukrainio-russe qui ont leur répercussion sur le Bénin. La priorité est maintenant à la modernisation de l'aéroport Cardinal Bernardin Ganti de Kadiaoun à Cotonou, et je crois que l'aéroport de Glo est un aéroport prometteur. En tout cas, ils n'ont pas le choix. C'est un aéroport qui viendra assurément et qui permettra donc bien sûr au Bénin de s'ouvrir encore plus à l'international. Oui, mais avant cet aéroport, il y a beaucoup d'autres infrastructures, beaucoup d'autres projets pour Glo-Djigbe qui mettront bien sûr il faut déjà saluer les privés, des investisseurs béninois qui des années avant donc ce regain d'intérêt du gouvernement pour développer Glo-Djigbe, y ériger des infrastructures vraiment assez intéressantes. Nous sommes là, sur le site de la fondation Sievra, où c'est beaucoup d'années que ça dure ici. Donc il fallait certainement, je ne sais plus trop en quelle année, cette
cette fondation a été installée ici dans un espace complètement vert. Mais c'est un espace rêvé, hein, je vous dis. Avec beaucoup d'infrastructures ici. Les promoteurs de ce groupe de presse, Monsieur Samuel Dossou Aoré, Madame Claudine Fiavi-Prudencio, aurait pu choisir d'installer tout à Cotonou. C'est pas de l'espace pour le faire qui manque, hein. Qui leur a manqué. Mais ils ont préféré installer tout ce qu'on peut découvrir ici à Glo Djibé. Et vous savez, il y a beaucoup, moi je me suis amusé un peu à demander à des gens, où est-ce que vous connaissez à Glo, quand vous commencez par indiquer par exemple le village de Glo, parfois on vous dit mais on vous demande c'est à quelle distance de la grande maison où il y a la grande clôture. Ouais. Ceux qui le savent disent la fondation Sievra. Ça veut dire que c'est important que d'autres privés aussi installent des choses ici, par ici, et que le gouvernement, vite que la crise économique là, vraiment, la guerre entre Poutine et son frère Zelensky, ils vont pouvoir s'arrêter, parce que l'usure, la guerre la tombe dans l'usure, ils vont pouvoir s'arrêter. Ça va s'asseoir après autour d'une table pour que finalement le monde s'en porte mieux, parce que ça nous a révélé aussi que on n'est pas si indépendant que ça économiquement. On est véritablement dans un village. Je vais rester avec vous. Vous n'êtes pas chroniqueur sportif, mais l'un des sujets qui nous intéresse cette semaine, c'est quand même les écureuils qui demain seront en terre sénégalaise pour affronter les Lions de la Teranga. C'est vrai que vous n'êtes pas un chroniqueur sportif, je le disais tantôt, mais les enjeux de ce match, selon vous, c'est quoi? Répéter 2-3 fois que je ne suis pas chroniqueur sportif, et moi je vous dirais 10 fois que j'ai commencé l'apprentissage de ce métier par donc le journalisme sportif, parce que, et ça je le recommande à beaucoup de personnes beaucoup de jeunes qui s'intéressent à cette profession, lorsque vous commencez à vous intéresser au sport, vous êtes amené à travailler beaucoup la description, que ce soit dans la presse écrite ou même dans l'audiovisuel, ou en plus de savoir d'écrire, vous apprenez également, on vous exige d'avoir forcément la maîtrise de la langue, d'avoir fait du travail sur la diction, de savoir avoir un background assez solide, parce que dans le sport, il n'y a pas que la description des faits de jeu, il y a également toute la dimension historique du sport qui vous permet... C'est de l'histoire, en fait. Qui vous permet de faire référence à un certain nombre d'événements passés. Et tout ça, moi, ça m'a permis... Heureusement aussi, je vivais dans un milieu où il y avait beaucoup le sport. Et j'ai toujours été un grand consommateur. Samedi dernier, vous aviez perdu la voix aussi? Mais pourquoi? À cause de la grande finale, quand même. Non, mais écoutez, pourquoi perdre la voix? Non. J'en connais qui ont perdu la voix, totalement. Non, pas du tout. Moi, je peux vous dire, je suis un amoureux du sport, mais je ne suis pas passionné au point de changer d'émotion lorsque telle ou telle équipe gagne. Non, pas du tout. Mais par contre, quand l'équipe nationale du Bénin veut jouer ou est en train de jouer, que je sois au stade ou pas, il y a cette fibre patriotique là qui revient en moi en intensité, qui me donne toute envie, même si c'est la plus grosse équipe du monde que le Bénin va rencontrer, de nourrir l'envie que le Bénin gagne. C'est donc mon souhait, pour embrayer sur la question que vous avez posée, que le samedi face aux Lions de la Teranga, que les écureuils, quoique petits, puissent le filer entre les grosses pattes et pouvoir échapper à leur croc. On appelle ça comment? Les crocs. Les crocs. Et donc, qu'on puisse gagner, parce que ils ont le Sadio Mané, ils ont le Gana Gueye qui lui reprend encore plus de notoriété après ce déboire là. Non, moi j'appelle pas déboire, je pense que ça lui a fait du bien plutôt. Ça a rehaussé sa cote. On fera peut-être le débat en spécialiste de la communication, je pense que ça lui a fait du bien. Et donc nous avons aussi nos jeunes joueurs à nous. Vous savez, j'ai l'impression, contrairement à ce que beaucoup peuvent penser, que le Bénin est dans une très belle phase transitoire de la constitution de son équipe de football. Vous savez, il y a une génération qui est, j'ai pas dit finie, mais qui est finissante. Et les derniers gardiens du temple s'appellent Khaled Adenon, s'appelle Michael Poté, qui vient qu'on fait bien de ne plus faire jouer 90 minutes. Cécile Dalméda qui a encore un peu de fraîcheur pour courir exactement comme un écureuil, parce que Cécile Dalméda, je vous jure, c'est pas la grosse technicité, mais c'est il a toujours fait le 100 mètres c'est le joueur qui peut vous emmerder. Il faut le mettre à s'occuper des grands milieux, des autres. Il devient le bourreau des défenses. Très bien, voilà. Et ensuite, nous avons une génération de jeunes joueurs, et ça, tout à l'heure, on en parlait en off,
le fils à Adigo Dinalo, ce grand artisan, ce grand artisan du football. Hein. Voilà. Franchement, le ballon, il sait le travailler. Il aura la lourde responsabilité aussi bien dans la tête que dans les jambes de pouvoir honorer. Et Patrick Loco est dans le studio, il s'impatiente. Voilà. Il a un mot à dire là-dessus. Je lui laisse le micro. Et Patrick Loco? Non, vous avez Jules Léon Kiti a commencé par parler de Adigo, enfin le fils de Adigo Dinalo. Vraiment. Qu'on a connu. Le père qui a fait les beaux jours de l'équipe nationale. On a connu dans le championnat béninois. Vous vous rappelez ces derby Dragon de Lemay, requin de l'Atlantique. Oui. Voilà, donc les Adigo Dinalo, c'est de très grands. Et plus encore en équipe nationale. En équipe nationale, voilà. Donc aujourd'hui, que l'enfant du père puisse choisir, parce que il faut le féliciter d'ailleurs, ce petit, je peux dire, André, ce jeune, le petit du papa. Voilà, ce jeune Ryan Adigo qui choisit de venir jouer pour son pays. C'est très facile, hein. Il aurait pu prendre la nationalité allemande, britannique, française ou je sais pas quoi. Dire bon, le Bénin, un peu qu'on entend, un peu comme on l'entend. Il y a des joueurs qui disent non, le Bénin c'est le pays de mon papa. C'est pas mon pays. Ouais. Donc il préfère jouer. Je connais rien, je ne m'y reconnais pas. Mais moi je le félicite d'abord d'être venu au pays, d'avoir accepté de jouer pour l'équipe nationale béninoise et de nous donner en même temps l'occasion de voir de quoi il est capable, ce jeune Ryan Adigo. À côté de lui, nous avons un certain Josué Chibozo qui est là, qui va démontrer de quoi il est capable. Moi, je ne le connais pas. Voilà. Je souhaite le découvrir. Voilà, comme vous, je nourris la même ambition de découvrir Josué Chibozo. On a beaucoup entendu parler de lui. On a entendu parler de Tidjani, Mohamed Anand Tidjani et plein d'autres qu'on n'a pas vraiment senti. On a envie de voir du nouveau sous la coupe du sélectionneur Moussa Latunji, autour de qui il y a de folles rumeurs. Est-ce que c'est vraiment lui, le sélectionneur de l'équipe actuellement? On ne sait pas. On dit qu'il est adjoint, mais est-ce que l'adjoint est vraiment celui qui conduit l'équipe? Il y a encore de ces questions-là qu'on se pose. Mais jusque-là, on n'a pas connaissance d'un nouveau. On n'a pas connaissance d'un nouvel nouveau. élu. Et c'est ce qui est très dommage dans la gestion de notre football ici au Bénin. C'est des gens qui ont signé le contrat avec l'ex-sélectionneur Dissué, Michel Dissué. Voilà. Michel Dissué. Voilà. Est-ce que vous vous rappelez l'anecdote autour de son nom? Il n'aimait pas Michou. Ah oui? Il y a des journalistes sportifs qui l'appelaient Michou. Ah, d'accord. Voilà. Et il n'a jamais aimé qu'on l'appelle Michou. Moi, je disais Michel qui a dû suer. Voilà. Michel qui a dû suer. Voilà. Donc, Michou, je me permets de dire, on savait quand son contrat venait à terme. Et quand vous êtes en partenariat, en collaboration ou en collaboration, j'allais dire tout simplement avec quelqu'un, vous savez quand son partenariat, quand son contrat vient à terme, il fallait trouver les voies et moyens de pouvoir le remplacer depuis. Et qu'on nous mette Moussa Latunji, qui n'est pas un déméritant, et c'est lui qui a conduit notre équipe nationale à Antalya, et vous vous souvenez des bons résultats qu'on a eu du côté de la Turquie. Et bon, qu'il y ait des polémiques autour de l'entraîneur aujourd'hui, moi je suis pas d'accord, je ne suis pas content de cette polémique qu'il y a autour de l'entraîneur. Mais tout ce que je peux souhaiter, c'est que les garçons nous démontrent de quoi ils sont capables et qu'ils nous fassent plaisir, hein, qu'ils fassent qu'on soit fiers d'eux du côté du stade Diamandjo, non loin de la capitale sénégalaise Dakar. Yves Patrick Loco, je ne suis pas, je ne me souviens pas plus de la date où ce fameux quart de finale a eu lieu et qui a permis aux Béninois, non? Est-ce que c'est les quarts de finale ou bien c'est où ils ont eu quand même à prendre le meilleur sur le Maroc? J'ai vu le Bénin franchement surexploité, survolté. J'ai vu des jeunes qui se sont vraiment éclatés, qui ont envahi les rues dans ce Cotonou. J'aimerais bien que ce soit la même ambiance samedi après le match.
Patrick Loco. Oui, vous avez eu la chance, vous, en 2019, je me rappelle, c'était en juillet ou fin juin de 2019 que le Bénin a obtenu sa qualification pour les quarts de finale. Pour les quarts de finale. Voilà, moi j'étais pas. En passant le meilleur sur les Marocains. Voilà, moi j'étais pas à Cotonou, je crois, si mes souvenirs sont bons, j'étais en route pour Boycon, j'ai suivi un peu le match en voiture et après ça il fallait faire une escale à Lada pour manger de la bonne viande et bien l'arroser. Voilà, de quoi on va pas dire ici. Non, de la viande d'escargot et d'agouti d'abord et d'escargot. Donc j'ai perdu le fil de ce match. Et après j'ai rejoint Boycon où j'ai appris qu'il y a eu de la liesse à Cotonou. Je regrette d'avoir raté cette liesse, mais c'est quand même quelque chose de très important. Il fallait vivre cette ambiance. Il fallait la vivre parce que c'était ça. Je l'ai vécu moi. C'était pour la première fois que notre pays accédait à une quart de finale. Tout à fait, au quart de finale d'Afrique. Ouais. Ce que mes souvenirs me rappellent, c'est que j'ai suivi la session à un quart de finale ou à un huitième, je ne me rappelle plus, mais du Nigeria. C'était en Coupe du Monde. C'était en Coupe du Monde où le Nigeria a accédé à un quart ou à un quart de finale. Et je me rappelle, il sonnait 0h. Je crois, on était en pleine vacances à l'époque où un vieux du quartier perd son âme, monsieur Antoine Sagbo, que Gilles Léandre a connu certainement, et qui a sorti tout l'arsenal, tam-tam, gants, ils ont brûlé des pneus. Wow. Voilà. Alors qu'on était que 31 décembre. Voilà, on n'était que des Béninois, mais des Béninois qui fêtaient la session du Nigeria à une phase supérieure dans une Coupe du Monde. C'est dire cette joie qui anime. Je suis obligé de vous arrêter. Qui anime quand votre équipe nationale. Yves Patrick Loco, quand parce votre équipe nationale fait des prouesses. Le football, c'est l'opium des peuples. Ouais, alors, si on se laisse griser, on va pas s'en sortir. C'est passionnant, alors qu'on a d'autres sujets à aborder au cours de cette émission. Croyez-moi. Juliette Kitty, vous n'allez pas vous y mettre, mais quand même, je vous donne 30 secondes rapidement. Non, pas du tout. Juste rappeler que, comme si c'était hier, on se rappelle, vous étiez de ce côté, moi je vous appelle, il fallait appeler des personnalités de ce pays pour donner leurs impressions aussi. Il y avait une certaine Claudine Afiavi-Prudencio, alors donc présidente de parti politique UDBN, pour ne pas le nommer, qui, contrairement à beaucoup de personnalités, était toujours là pour dire mes enfants vont gagner. Et les gens lui disaient mais qu'est-ce qu'elle dit cette dame là? Elle pense que le personne n'y croyait. Quart de finale. Et puis le match qui se joue et puis voilà le Bénin, le Maroc qui finissent la partie en temps réglementaire, un but partout. C'était le fameux but marqué par Adileou. Et puis, après, il faut aller au tir au but. Et ils ont fait les prolongations aussi. Et le Bénin max 4 tirs et les Marocains jouent 3 et ne marquent qu'un seul. Wow. Et c'est là aussi Peggy Ludovic Dagba qui, de sa belle manière qu'on lui connaît, appelle Claudine Prudencio au téléphone pour une de ses interviews que j'ai beaucoup aimé. Alors, c'est pour vous dire que l'histoire, c'était qu'on avait réussi à croquer, on disait que les écureuils avaient réussi à croquer du lion. Ah ouais. Hein? On avait bouffé du lion. On avait bouffé du lion. Mais là, il fallait se retrouver en quart de finale en face d'autres lions, donc, les Teranga. Les Lions de la Teranga que nous allons affronter encore demain. Nous allons croiser les fers le samedi. Mais je pense que le Bénin a fait quand même une belle expérience et les enfants qui sont là aujourd'hui peuvent encore réitérer l'exploit. Nous serons là pour nous réjouir. Peut-être que les 3 que nous faisons dans ce studio, nous aurons la chance de nous retrouver autour de notre bouteille de vin, pourquoi pas. Même si on n'a pas eu la chance d'avoir du football dans les jambes, on peut avoir au moins le plaisir, le patriotisme de savourer du bon vin. Lorsque les enfants nous font plaisir. Accompagné du plaisir de vivre, le plaisir de regarder. Apparemment, vous étiez très bien inspiré lorsque je parle du vin. Merci beaucoup. On va pas continuer dans ce commentaire. Je vous laisse l'entièreté de la responsabilité. On revient maintenant à l'actualité au Bénin et c'est bel et bien les corps de contrôle qui commencent enfin à se développer, à se déplacer sur le terrain, on va dire. Le ministère du Commerce et de l'Industrie, bien sûr, les deux ministères ont sorti, en tout cas, les corps de contrôle cette semaine. Et on peut se rendre sur le marché. On a constaté que le prix du ciment, qui devrait être
vendu à 115 000, c'était à 78 000, c'était à 80 000 par endroit, c'était à 90 000 à d'autres endroits. Julien Titi, dans Cotonou, voilà la situation. Est-ce que finalement on peut dire que le gouvernement est décidé à faire ce qu'il fallait? Sur 2-3 émissions ici, je me rappelle bien, nous sommes restés à marteler qu'il faut qu'au-delà des efforts que le gouvernement fait, qu'il se rende compte qu'il a tout intérêt, le peuple avec lui, à dynamiser les structures, les stratégies de contrôle sur le terrain. Parce qu'il sert à rien de mettre beaucoup de milliards, 80 milliards par ici, et puis pour ce qu'on en a entendu au cours donc de la tournée gouvernementale, que par mois on mette beaucoup de milliards comme ça. Tout ce qui est subventionné, il faut aller le surveiller sur le terrain. Parce qu'il faut pas faire confiance aux opérateurs économiques qui font le choix délibéré d'être plus véreux que vertueux, encore que d'autres vous diront qu'en matière d'affaires, vraiment, il faut pas rêver d'avoir suffisamment de la vertu. Alors, je ne vous le fais pas dire. Que le gouvernement, avec les structures du ministère du Commerce et de l'Industrie, qui se réveillent, vraiment, merci Madame la Ministre, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Preuve que vous aviez déjà donc les bonnes intentions. On en est arrivé à demander à ce que le gouvernement s'appuie sur les collectivités territoriales ou locales pour pouvoir, au niveau des mairies aussi, continuer à faire. On s'est même réjoui de ce que la tournée gouvernementale qu'on a imaginé pour beaucoup que ça pourrait coûter plus cher au pays, eh bien, que cette tournée est permis, on s'est réjoui de ce que cette tournée a pu permettre donc aux populations d'entendre directement de la bouche des ministres, des directeurs généraux de sociétés, des conseillers du chef de l'État, le porte-parole et même des députés, que voilà, le gouvernement a subventionné ça devrait être à tel coût. Ça veut dire que même dans le plus dernier retranchement du Bénin, lorsque ce qui doit coûter tel montant, on tente de vous le vendre plus cher, vous pouvez dénoncer. On a même souhaité aussi que les couloirs ou les canaux de dénonciation soient décentralisés et surveillés de sorte qu'il n'y ait pas abus à ce niveau. Maintenant, que les structures de l'État, les corps de contrôle descendent sur le terrain, on ne peut que l'applaudir, je vous en prie. Et il faut s'assurer que cette descente pour des contrôles ne resteront pas sporadiques. Nous sommes en situation de crise. Ça veut dire que les risques de fraude, de contournement des règles établies, ces risques montent en degrés. Il faut donc avoir aussi à renforcer, pourquoi pas, l'effectif de ces corps de contrôle. Il faut renforcer et sophistiquer les moyens, les raffiner pour pouvoir éviter d'avoir seulement des méthodes au découvert. C'est-à-dire que on n'a pas besoin de mettre des gendarmes ou des policiers à côté des boutiques de vente de ciment. Il faut mettre en place un système de renseignement qui vous permet de savoir précisément où ça se passe, aller surprendre ces personnes et aller réellement la coercition, parce que c'est pas la coercition qu'on peut donner l'exemple. S'il n'y a pas de la pédagogie dans ça, vous allez voir le gouvernement va être peut-être essoufflé parce que il va falloir être partout à la fois et pendant combien de temps? Alors que si on sanctionne réellement quelques commerçants véreux, ça pourra donner leçon aux autres et chacun sera son propre gendarme, quoi. On aura le gendarme dans la tête, voilà. Alors, Julien Titi, comment pensez-vous que les populations puissent maintenant, réagir face à cette réactivité qu'on vient d'avoir de la part du gouvernement? Parce que, faut pas oublier, elles l'ont appelé tout le temps de leur vœu que, ce contrôle de prix soit effectif. Alors, je pense que, et sans vouloir régenter la décision ou le comportement des populations, mais j'ai envie de vous dire que toute personne qui fait le minimum d'efforts de faire parler sa jugeote devrait applaudir le gouvernement dans cette démarche-là. Vous voyez, on disait qu'il fallait, après la tournée gouvernementale, faire peut-être un séminaire gouvernemental pour pouvoir faire le point de cet exercice presque de brainstorming qui a été fait sur le terrain, classifier les besoins qui ont été exprimés, les suggestions faites même par les populations. Mais dès que le gouvernement est revenu, le chef de l'État, dans un management qu'on lui connaît, n'a pas attendu qu'il y ait de ces concertations encore. Il y a certaines mesures qui se dégagent d'elles-mêmes qu'il faut. Vous avez vu très rapidement, au lendemain de cette tournée, le prix de l'huile végétale. D'huile végétale qui est très utilisée
utilisé dans nos ménages, qui a été fixé à un niveau où, même si c'est plus cher qu'avant, est quand même raisonnable pour les temps de crise dans lesquels nous nous trouvons. Ensuite, mais je vous dirais ceci, ce prix n'est quand même pas, pratiqué jusque-là, puisque moi j'étais amené à aller au marché pour faire le constat. Lorsque ça a été fixé, là encore, on a dit oui, le gouvernement a bien écouté les populations, a fixé le prix. Mais on n'a pas fait 24 heures avant de constater que les gens ne sont pas prêts à appliquer. Le gouvernement a donc compris que pendant que on fait défiler les ministres pour faire la synthèse de leur action en tenant compte de ce diagnostic qui a été fait, renforcé sur le terrain, eh bien, on a compris au niveau du gouvernement, je crois, que maintenant, il faut renforcer les descentes. Et ça fait partie des suggestions que les populations ont faites avec beaucoup de force. Pour dire, c'est vrai, vous avez fixé, les gens ne nous vendent pas les produits comme ça, ils respectent pas vos décisions. Nous voulons voir la force publique s'exercer parce que nous, consommateurs, nous sommes quelquefois faibles. Soit c'est que nous trouvons fastidieux de chercher à faire de la dénonciation, après c'est des procédures, il faut démontrer. Ensuite, soit nous sommes dans le besoin et l'espace dans lequel nous nous trouvons, c'est peut-être celui qui est en face de nous qui a le monopole de l'offre de ce produit-là. On se trouve dans la triste obligation de devoir l'acheter. Parce que quelqu'un qui a un chantier, par exemple, qui est en cours, vous savez que sans être architecte ou sans être spécialiste de la maçonnerie, lorsque vous commencez une construction, il y a des niveaux où vous ne pouvez pas vous arrêter de la construction et revenir 1 mois, 3 mois après. C'est clair. Il faut le faire, sinon vous avez un mauvais bâtiment. Ça vous revient plus cher. Très bien. Alors donc, quelqu'un qui démarre la fondation de son bâtiment, par exemple, et qui doit pouvoir arriver à un niveau donné avant de s'arrêter, s'il a besoin d'un certain nombre de tonnes de ciment, si entre-temps, c'est dans ce moment-là que la crise est arrivée, ne lui demandez pas de dire, parce qu'on a mis 5 000 francs là-dessus, de ne pas en acheter. Mais si, lui, il reste là tergiversé, le commerçant va lui dire, tout compte fait, j'ai la liberté de vous vendre ou de ne pas vous vendre, je vais enfermer mon truc. Mais si la force publique vient, le gouvernement et ses structures décentralisées ont le pouvoir régalien non seulement de contraindre, d'imposer à l'opérateur économique de vendre le ciment au prix raisonnable, fixé, mais en plus de l'obliger à vendre le produit aux consommateurs qui en ont besoin. Beaucoup ne savent pas que c'est une obligation lorsque vous avez un produit que vous exposez en espace public dont les gens ont besoin. Vous avez l'obligation. Quelqu'un en a besoin, il vous apporte de l'argent. Vous ne pouvez pas, vous n'avez pas le droit de lui dire, je ne veux pas vendre. Ouais. Vous avez l'obligation de vendre. J'ai souvent donné l'exemple, quelqu'un qui prend son véhicule, qui s'arrête devant une station-service, qui veut acheter du carburant. Vous dites parce que vous n'avez pas la monnaie, vous ne voulez pas le lui vendre, alors que son véhicule est bloqué. Mais celui qui refuse de vendre ne sait pas qu'il est en infraction. Ben oui. Et donc, puni par la loi. On est dans des situations comme ça. C'est le lieu de le préciser. Et donc, le gouvernement fait bien d'envoyer des éléments des corps de contrôle sur le terrain, que le contrôle soit permanent, que le contrôle soit suivi au fur et à mesure de mesures coercitives, et puis que on puisse donc donner l'exemple, faire de la pédagogie qui va permettre aux gens de mettre dans ce que les spécialistes de la science sociale appellent que ça rentre dans les compétences de vie courante des opérateurs économiques béninois de respecter la décision de l'autorité. Merci à vous, Julien Kitty. Sur la question, on entend un peu la religion de Yves Patrick Loco. Écoutez, c'est une bonne méthode trouvée par le gouvernement de pouvoir, par exemple, sur le prix de l'huile, le fixer ce prix-là à 1300. Yves Patrick Loco, oui. Moi, je ne veux pas vous laisser aller dans le sens de Julien Kitty. Oui. Qu'est-ce qui aurait expliqué un peu pourquoi le gouvernement a tardé à donner beaucoup plus de signes de vouloir contrôler les prix? Et ce n'est que maintenant qu'il décide de le faire. Vous savez, le gouvernement a été pris de court. Le gouvernement, vous vous rappelez, on est d'ailleurs pas très loin du 23 mai 2022, ouais. Qui marque le premier anniversaire de ce que vous savez, le 23 mai tout à 2021. Fait, c'est la 1. Voilà. La 1 du mandat donc, du chef de l'État. Ce 23 mai 2021, du côté de Porto Novo, le président de la République, Patrice Talon, qui entrait officiellement dans ses fonctions de président de la République pour un second mandat, a dit que son mandat sera hautement social,
que ce second mandat donc sera hautement social. Mais en le proclamant, en l'annonçant, en le décrétant, Patrice Talon ne pouvait pas. Il n'est pas un devin. Je sais bien que c'est le descendant de Guédégbé, le grand devin. Voilà, le devin du roi. Mais Patrice Talon ne pouvait pas deviner que il savait bien évidemment que le Bénin était en proie à cette crise du Covid-19 qui subissait au Bénin, et que le Covid-19, excusez-moi de masculiniser le Covid. Moi, vous savez, vous m'avez présenté comme journaliste de la radio nationale, et là-bas, nous, on parle du Covid. Ah d'accord, c'est votre code. Voilà, nous, on parle pas de la Covid ici. Voilà, nous, on ne parle pas de la Covid, nous, on dit le Covid on l'a féminisé. à la radio nationale. Donc, bien évidemment, Patrice Talon savait que nous sommes en plein Covid, ce qui a un peu gêné ses calculs. Mais en annonçant que son mandat sera hautement social, il ne pensait pas que un jour la Russie, la grande fédération de Russie, dirigée par l'excellent Vladimir Poutine, allait un jour envahir l'Ukraine. Et quand vous savez que l'Ukraine nous produit le blé, quand vous savez que la Russie nous produit entre autres le gaz et tout, Patrice Talon ne pouvait pas penser à tout ça, ne pouvait pas prévoir ça. Et voilà que son hautement social a été court-circuité par la guerre ukraino-russe. Non, je ne suis pas d'accord. Oui. Je suis pas d'accord avec vous, Yves. Je n'ai pas encore répondu à votre question. Je sais. Qu'est-ce que le gouvernement attendait? Tout à fait. Le gouvernement a analysé. Deux secondes. Juste avant ça. Juste avant de dire ça, je suis pas d'accord avec vous parce que vous pensez que le gouvernement a fini de dire son dernier mot sur la question. Non, la guerre va passer et le hautement social reprendra de plus belle. Je suis en phase avec vous. C'est tout ce que je voulais dire. Vous pouvez continuer votre analyse. Parce que il y a des choses qui attendent la révalorisation des salaires des fonctionnaires, par exemple. Et vous savez que ça aura aussi ses répercussions sur son impact sur le privé. Si le public révalorise les salaires, et le privé aussi sera contraint de le faire, parce que le gouvernement a dit qu'il n'a pas la possibilité d'aller agir là-bas. Oui, mais on va sur le même marché. Le gouvernement doit comprendre qu'on va sur le même marché. Et il y a quelques jours, le président Eustache Cortignan a été élu à la tête du CNP. Et le CNPB, le Conseil national du patrimoine du patronat du Bénin. Ouais. Donc, le gouvernement peut prendre langue avec lui pour dire, monsieur, parlez à vos gars, alignez leur salaire, pas forcément sur celui des gens de la fonction publique ou des gens qui émargent au budget national. Mais, il faut savoir que tous, nous allons sur le même marché. Donc, Peggy, c'est vous dire que le gouvernement, pourquoi il a attendu tout ce temps-là pour fixer par exemple le prix du litre d'huile, c'est parce que on ne se jette pas comme ça dans l'arène. Il y a eu des études, il y a eu des réflexions qui ont été menées. Et ce qui est heureux, c'est que le prix a été fixé. Et à côté de cela, il y a eu cette tournée gouvernementale. Et d'ailleurs, le Conseil des ministres de mercredi dernier l'a annoncé. Cette tournée sera désormais annuelle pour que les ministres aillent expliquer aux populations comment le gouvernement travaille et quelles sont les mesures prises pour juguler la crise, quelles sont les mesures prises pour aider un tant soit peu la population. Donc, en somme, c'est une bonne opération du gouvernement. Pardon? C'est une bonne opération du gouvernement. Ce contrôle des prix qui a été activé. Maintenant, le gouvernement a beau activer le contrôle des prix, nous sommes dans un marché libéral. Ludovic Peggy Dagba, ne me demandez pas de vendre un produit que j'ai un stylo dans ce studio que j'ai acheté en tant que commerçant, j'ai acheté à 15 francs CFA et que j'ai bien envie parce que avant que le produit ne me revienne dans mon magasin, ça a dû subir des coûts de transport et que les coûts de transport fassent 20 francs et que
pour l'entreposage, le gardien me prenne 5 francs et que le coût total de revient fasse, par exemple, 35 francs CFA et qu'on me demande de revendre mon stylo à 25 francs, il y a un gros problème. Donc, il aurait fallu que le gouvernement prenne langue avec les associations de revendeurs, avec toutes les associations possibles de gens qui importent pour savoir comment comment le prix s'est comporté pour qu'ils en arrivent à avoir leurs produits. Donc c'est un peu sur ce plan que le gouvernement béninois a péché. Maintenant, il y a un effort de régularisation. On va prier pour que les commerçants s'alignent à cette peut-être de faire des pertes. Ce ne seraient pas des pertes énormes parce qu'ils savent les lignes sur lesquelles, les rubriques sur lesquelles ils gagnent. Donc, il faut qu'ils fassent l'effort nécessaire de pouvoir aider le gouvernement à aider la population tout entière. Merci Yves Patrick Loco. Julien Kitty, nous allons partir s'il vous plaît, maintenant. Vous permettez une très seconde, rapidement, d'apporter en 30 secondes, s'il vous plaît. Deux petites précisions. Allez-y très rapidement. C'est de dire que le gouvernement, et nous en avons eu publiquement la preuve, a eu des séances de concertation avec des opérateurs économiques avant même de prendre des mesures pour atténuer la souffrance des populations. Et donc, il y a un juste milieu qui a été trouvé. Lorsque nous interrogions sur la question ici, le gouvernement est monté au créneau pour bien l'expliquer et on n'a pas vu les opérateurs économiques revenir pour dire que c'est faux. Ensuite, on a vu leur démarche. Ils n'ont pas apprécié, ils n'ont pas appliqué les mesures. Non, ils n'ont pas appliqué sur le terrain. Ouais. Une fois que est-ce qu'ils se sont vraiment entendus à ce moment-là? Non, lorsque vous ne vous prononcez pas, ils sont organisés. Il a parlé du patronat. Il y a les petites et moyennes entreprises qui sont organisées au sein de plusieurs associations. Il y a M. Felijo qui en dirige une, CONEB, je crois. Oui, voilà. Ils ne sont pas montés au créneau pour dire le gouvernement ne nous a pas rencontrés. Tu sais, au moins, on est dans un pays où il y a cette démocratie qui nous permet au moins de dire vous ne m'avez pas rencontré. On n'a pas parlé. Et donc, quand ils n'ont pas dit ça, ça veut dire qu'ils consomment. Quand ils ont été plusieurs fois interpellés, ils ont dit, ils n'ont rien dit, ils consomment. Mais quand le gouvernement fait mais la réalité se passe sur le terrain. Attendez, quand le gouvernement Julien Kitty, je vous en prie. Quand la réalité se passe sur le terrain. La réalité se passe sur le terrain, mais les questions. Vous vous rencontrez, vous discutez, vous vous entendez, on prend la décision et après ça ne s'applique pas. Comment ça s'appelle? Très bien. Ça s'appelle deux problèmes différents. Donc, on ne prend pas l'un pour aller trouver réponse à l'autre. Le premier problème, c'est est-ce qu'ils se sont rencontrés, ils se sont parlé? La réponse, c'est oui. Et je dis donc à Monsieur Loco, eh bien, que le gouvernement et les opérateurs économiques se sont rencontrés et se sont entendus avant même que les mesures ne soient prises. Par exemple, le ciment. La ministre du Commerce l'a dit publiquement, l'a martelé, pour dire que même le prix auquel le ciment est cédé aux opérateurs économiques au niveau des cimenteries est contrôlé par le gouvernement, fixé par le gouvernement, respecté au niveau des cimenteries. Alors pourquoi certains se sont posé la question, le coût du ciment à Cotonou n'est pas le même que à Parakou, plus loin. Voilà, et il y a tout ce qui est dans le transport, tout ce que vous avez cité là. Mais donc, très bien, si après quelqu'un n'a pas respecté le prix, mais attendez, vous pensez qu'un opérateur économique ne peut pas s'entendre avec le gouvernement? Et une fois sur le terrain, lorsqu'il voit les terreaux fertiles pour pouvoir continuer à vendre sa chair aux populations, et là, il est devant le tribunal de sa conscience. C'est pas, et on rentre dans la morale qui, paraît-il, n'a rien à voir avec les affaires. Paraît-il? Oui. Parce que je suis pas opérateur économique, je suis pas homme d'affaires. Je peux encore me permettre ici de faire de la théorie pour dire on devrait être honnête, comme si c'est à l'église. Peut-être que quand je vais devenir opérateur économique, il faudra le bâton du gouvernement derrière moi pour que je respecte. Je ne sais jamais. Bon, donc c'est pour dire que le gouvernement a fait cette démarche-là. Maintenant, et nous l'avons dit souvent dans ce studio, si les opérateurs économiques, le gouvernement prend une seule mesure, demande à l'appliquer, est prêt à envoyer la force publique sur le terrain pour sanctionner. Mais si vous réfléchissez, si on veut vous sanctionner, alors que vous pensez qu'on ne vous a pas concerté pour fixer le prix, le minimum c'est de le dire. De le dire, vous n'êtes pas obligé d'insulter le gouvernement. Vous vous adressez à qui de droit, vous dites, ça me pose tel problème. Vous demandez, si vous le dites seul, ça ne marche pas. Vous allez au sein de votre organisation et vous le dites, le gouvernement aucun gouvernement au monde ne peut réussir à développer le pays en se moquant des opérateurs économiques.
en se moquant des organisations de créateurs de richesses. Il y en a pas. Et vous voyez, prenez l'exemple du Grand Nigeria à côté. Tous les présidents de la République que vous allez voir au niveau à la tête de la République fédérale du Nigeria, mais c'est à la limite si la politique économique n'est pas dictée par les opérateurs économiques. Et Obasanjo, pour son parcours qu'il a eu, a été le président nigérian qui a le plus consacré ça. Quand il veut prendre un certain nombre de mesures, et il prend les grosses cylindrées, vous n'allez pas voir une décision économique à la va-vite majeure au Nigeria sans que les Dangote, les Lumelu se soient assis. Hein. Et le champ économique au Nigeria a été presque subdivisé. Et chacun, on sait dans quel domaine celui-ci est le babatier, parlons un peu familier. Il est le baron de ce secteur. Et donc, après, on organise avec lui pour qu'il y ait d'autres qui soient en train de monter. Du coup, il y a développement. Ça ne veut pas dire que le Nigeria n'a pas de problème. Julien Kiti, 30 secondes, c'est passé donc, depuis. Ici aussi, je pense que le gouvernement est sur cette lancée-là. D'accord. Et si sur le terrain, on a fait toutes ces mesures avec lui, et qu'il continue il choisit d'être véreux, bon, on le sanctionne et à visage découvert. Nous voulons savoir les magasins de vente de ciment ou qui sont contrevenants et qui sont punis. Et quelle est la punition? Et Patrick Loco, on va poursuivre là-dessus. Oui, on va changer de registre. Très rapidement pour répondre à Julien Kiti. Non, vous n'allez pas vous répondre. Non, il est déjà arrivé. C'est pas après cette décision du non, c'est pas du tic-au-tac. Julien Kiti, c'est un ami de très longue date, hein. C'est au moins 25 ans ou 30 ans d'amitié. Il est arrivé ici que le gouvernement fixe le loyer, par exemple, à 3 mois. En plus, vous allez chez des propriétaires qui vous disent que c'est 6 mois. Quand vous leur dites que c'est 3 mois que le gouvernement a fixé, ils disent allez louer chez le gouvernement. D'accord. Voilà. On va rester avec vous, Yves-Patrick Loco. Ce sera pour aborder l'échec du Bénin. Malheureusement, un point noir, on va dire, dans la diplomatie béninoise. Christine Ouessavi, qui était partie avec toutes les faveurs et même l'assistance du gouvernement. Je me souviens de la vice-présidente du Bénin qui l'a conduite à certaines c'était une rencontre pour pouvoir plaider et pourquoi pas vendre sa candidature. Malheureusement, c'est pas elle qui a été élue, mais c'est plutôt l'Ivoirien qui a été élu. Comment on peut apprécier ça? Est-ce que la diplomatie béninoise ne commence pas véritablement à porter de la poisse? Je salue d'abord l'élection du professeur Souleymane Konaté, que j'ai rencontré une fois dans le cadre d'un voyage d'études en terre ivoirienne au bord du lac Ébrié. Ébrié, comme on le dit. Donc, je salue sa brillante, je ne dirais pas élection. Elle est si brillante que ça, son élection? Je ne parlerai pas d'élection, c'est une désignation. Est-ce que nous autres au Bénin, on n'a pas su que c'était une désignation? Et donc, c'est là qu'on a péché fondamentalement. Mais quelle est la différence entre l'élection et la désignation? Entre l'élection et la désignation, et puis je crois qu'un journal, en début un quotidien, en début de semaine, l'a évoqué. Si c'était une élection vraiment, et on dit que le chef de l'État béninois, Patrice Talon, a de rapports très fraternels et très confraternels, très amicaux même, avec le président ivoirien, Alassane Ouattara. Il n'y a pas que la Côte d'Ivoire qui fait. Mais Alassane Ouattara a présenté son candidat Souleymane Konaté. Le Bénin a présenté sa candidate Christine Ouessavi. À la différence de la Côte d'Ivoire et des autres pays, par exemple, vous n'êtes pas sans savoir que il y a le Congolais de la République démocratique du Congo, Saturné Uyoka, par exemple, qui a été reconduit à son poste entre autres de directeur de l'assurance qualité. C'est un Nigérien, Ali Douma, qui a été élu à la tête de la direction des programmes. Pourquoi je parle même d'élection? A été désigné. Voilà. Donc c'est une désignation, c'est pas une élection. Donc, on s'entend pour dire bon, c'est telle personne qui va. J'ai l'impression qu'on était
est en train de faire de la communication pour de la communication sans s'enquérir véritablement du mode de désignation, du mode de fonctionnement. Je dirais mieux peut-être, oui, du mode de sans avoir actionné ou appuyé les leviers déterminants en fait pour cette désignation ou cette élection. Et puis moi qui, Jules Léandre Aketi est témoin, vous également, moi qui suis ancien élève, on parle d'élève quand bien même vous avez le bac et que vous avez fait l'ENA qui est l'École nationale d'administration. Moi qui suis ancien élève en diplomatie et relations internationales, on nous a appris, nos maîtres nous ont appris que la diplomatie est très secrète. Seuls les résultats sont portés au grand public. Seuls les résultats comptent. Voilà, ici on a vu dans les journaux béninois la vice-présidente du Bénin porte la candidature de la secrétaire générale du CAMES et on a fait du tintamarre. Le tintamarre ne se fait pas à l'intérieur et ne se fait même pas à l'extérieur pour le cas de ces élections. Il faut aller voir les grands électeurs, les babachais, j'empointe le mot à mon aîné Jules Léandre Kitty, les babachais, ce que moi j'appelle les ténors, les ponces, hein, les grands maîtres. Les pontes. Voilà, les pontes, pardon, les grands maîtres. Voilà, c'est avec eux que l'élection ou la désignation mais quand ceux-là constatent que avant de venir les voir, vous avez déjà fait tout le tintamarre dans la presse. Tout le tapage. Tout le tapage dans la presse quotidienne de votre pays. Ils se disent, mais sur quoi comptent ces gens-là? Voilà, il faut leur montrer qu'ils comptent sur leur presse, sur les médias de leur pays, mais il faut leur démontrer que l'élection ou la désignation se passe en vase clos. Et ici aussi, on a le vase clos, c'est ce qu'on appelle le couvent. C'est des choses de couvent. Et ce que j'ai pas aimé dans cette élection, Christine Ouessavé, que je respecte beaucoup, ancienne ministre des enseignements maternels et primaires. Elle est quand même professeure. Ancienne ministre, voilà. Elle est agrégée quand même. Du commerce, oui. Et qui se met juste au lendemain de son échec, qui se met à écrire, c'est à croire que après son échec là, elle ne va plus jamais vouloir postuler à un autre poste au CAMES. Elle écrit sur son post et sur son mur Facebook, CAMES, tout ça pour ça. C'est regrettable, c'est dommage qu'elle puisse écrire ce truc-là sur Facebook. Et ça rappelle des candidats à des élections, à des postes internationaux au Bénin. Je ne vais pas appeler le nom de quelqu'un, mais c'est une dame. Elle a échoué lamentablement Vous voulez parler de la ministre Je ne vais pas appeler le nom de quelqu'un. Elle a échoué à un poste et à sa passation de service, c'est là qu'elle trouve l'occasion de déblatérer sur l'ancien président Boniaï, tout ça. Et avant elle, il y a eu une dame que je respecte très bien, qui s'appelle Célestine Zanou. Célestine Zanou, que le Bénin a proposé pour un poste, je ne me souviens plus, à l'Union africaine. Après son échec, qu'est-ce qu'elle vient de dire? Et là, à justice, j'ai revu la vidéo il y a quelques jours seulement, je crois, mardi dernier, j'ai revu cette vidéo-là, et où elle disait, qu'elle n'a jamais demandé à aller à l'Union africaine. Que l'Union africaine, son siège c'est à Addis Abeba, c'est un pays qui est pollué, donc on voulait l'envoyer à Addis Abeba pour qu'elle soit polluée, pour qu'elle s'empoisonne, pour qu'elle meure. Donc, il faut que les cadres béninois, non, c'est pas parce qu'on a échoué maintenant qu'on ne peut plus rebondir avant. Et c'est là également que j'apprécie bien des gens qui ont échoué à des postes internationaux, mais qui n'en ont pas fait. Dont on n'a pas entendu les récriminations. Tidjani Sepos, j'oublie son prénom de l'UNESCO.
le Bénin a Nouréni Tidjani Serpos, qui a bien voulu briguer le poste de secrétaire général de l'UNESCO. Il a échoué. Et il a échoué le jour où il a échoué. Et nous n'étions pas forcément à Paris le jour-là. On a appris que des Béninois sont allés fêter son échec dans un restaurant détenu par un Béninois à Paris. Nous sommes à Glo-Djigbe ici, nous sommes non loin du lac. On a les informations. Voilà, on peut dire qu'ils étaient au restaurant le Ganvier à l'époque à Paris. Moi, j'étais pas non loin de là le jour-là. Mais et vous n'allez jamais entendre le professeur Nouréni Tidjani Serpos en parler. Parler de son échec à l'UNESCO. Donc il faut que on apprenne aux gens à savoir gérer les échecs. Eh bien, leurs émotions après échec. Voilà, qu'on écrit. On vous aura compris. C'était, on va dire, la diatribe de Yves Patrick Loco qu'on comprend aisément. Mais il faudra quand même comprendre aussi que l'échec, ça fait mal. Et il faut vraiment avoir du cran pour l'accepter comme cela se doit. Ce qui est sûr, si on a noté quand même des effets qui auraient pu être évités, on pourrait quand même aussi en parler. La perfection n'est pas de ce monde. Donc, permettez à Madame Christine Moussavi de s'épandre, comment dirais-je, de s'épancher. Voilà. Merci, Julien Kitty. Je croyais que s'épandre existait. J'allais vous dire, il fallait plutôt... Non, il n'existe pas. Il fallait plutôt dire que... Non, c'est pas pour rien que Dieu vous a fait inventer ça. D'accord. C'est qu'elle se pend plutôt. Voilà. Elle allait se pendre en faisant... Non, elle va pas se pendre pour si peu. En griffe, elle s'est pendue. D'accord. Diplomatiquement, en faisant cette publication sur sa page Facebook. Et je pense que 24 heures, 48 heures, 112 heures après, je crois qu'il s'est trouvé des gens pour lui souffler dans les oreilles que c'était pas bien. Et après, vous avez vu, c'est après ça que, comme pour se rattraper, beaucoup ne l'ont pas vu. On a finalement communiqué sur ces mots de gratitude vis-à-vis du chef de l'État béninois, du ministre d'État. On a tenté de rattraper. Et après, de qui encore? Je l'ai pas entendu parler de la vice-présidente de la République, mais bon, elle remercie tous ceux qui l'ont aidé, même si elle n'est pas revenue pour dire merci au CAMES. Je pense que lorsque vous portez toute votre identité scientifique et votre niveau dans le cercle ô combien élitiste des professeurs d'université, elle n'est pas professeur titulaire sans le CAMES. C'est clair. Donc c'est encore ce CAMES qui l'a fait. Mais c'est complètement, excusez-moi, fou. C'est pas bien parce que l'autre raison supplémentaire pour que elle ne se permette pas quelque chose du genre, c'est que elle-même reconnaît que sa candidature a été portée par le gouvernement béninois. Ça veut dire que c'est l'État béninois. Si on avait gagné, c'est l'État béninois qui gagne, c'est pas sa personne. Si on perd, c'est l'État béninois qui a perdu. Elle-même a dit que le chef de l'État a porté personnellement sa candidature, il a mis les moyens. Vous pensez que donc le chef de l'État, élu de tout le peuple béninois, 12 millions de personnes, décide au nom de ces 12 millions de personnes de la désigner, de la cautionner comme notre as pour aller à cette compétition, parce que d'une manière ou d'une autre, tout ça, il s'agit d'une compétition, même une désignation, il s'est trouvé des gens quand même pour s'entendre, pour dire c'est telle personne on prendra. Mais si elle n'a pas pu convaincre les gens de par son parcours par rapport à l'Ivoirien, de par, je suppose qu'on n'est pas précisément les critères, de par les arguments que le Bénin, avec elle, a mis dans la cagnotte, et après, de par le style de campagne qui a été menée, Yves Patrick Loco a dit tout à l'heure, a fait une observation pertinente tout à l'heure. Aussi, de loin, j'ai observé que nous étions trop informés, un peu trop informés, et presque en temps réel. Et ça des ne mouvements, plaît pas au milieu diplomatique. Des mouvements de tous ceux qui faisaient des tractations en sa faveur. Et dès que l'annonce de l'échec a été faite, moi, je peux vous dire que j'ai reçu un choc en tant que Béninois. Parce que tout le temps que j'entendais parler de cette candidature, je me disais, j'ai pas besoin d'être un ami au professeur Moussavi pour souhaiter qu'elle réussisse à ce poste. Ensuite, c'est une femme, d'accord? Nous sommes à l'ère
du coup d'accélérateur à la promotion du leadership féminin. Qu'une femme béninoise, professeure titulaire, accède au prestigieux poste de secrétaire général du CAMES, ça aurait été vraiment une grande joie, une grande fierté pour notre pays. Mais juste après ça, dès qu'on a annoncé ça, j'ai appelé au moins 4 professeurs titulaires. Ce sont des amis. J'ai dit, mais comment vous expliquez ça? Parce qu'il y a la dimension politique. Mais vous savez, à ce niveau-là, avant que le politique ne parle, ne fasse sa diplomatie et tout, c'est d'abord un réseau de scientifiques. Donc, on a dû confronter les critères scientifiques d'abord. Et je dis n'importe quoi. Peut-être que l'Ivoirien, je connais pas son parcours, peut-être a un parcours, une expérience dans la gestion du CAMES qui est supérieure à celle de notre compatriote. À côté de ça, l'un des arguments, d'un des facteurs, l'une des pistes sur lesquelles certains de ces professeurs titulaires, dont je ne veux pas appeler les noms ici, m'ont amené, et ils ont dit, mais cher ami, est-ce que vous savez le nombre de pays qui composent le CAMES? L'équipe de campagne de notre compatriote a parcouru combien de pays lors de la campagne? En plus de dénoncer eux aussi, de déplorer le fait qu'on ait fait trop de tintamarre autour de notre campagne, eh bien, donc, parce que ce n'est pas une élection où on veut demander à tout un peuple d'aller voter. Ça se passe entre les grands. On connaît les grands électeurs. Voilà. Et vous savez, dans le monde universitaire, je l'ai découvert, c'est plus que des sociétés secrètes, c'est plus que des ordres, c'est vraiment une société scientifique, quoi. Régie. C'est des seigneurs qui sont là-bas. C'est le vrai mot, c'est des seigneurs. On ne leur parle n'importe quoi. Et donc, imagine que les autres, je ne sais pas si les Ivoiriens l'ont fait, soit aller vers chacun de ces pays, vers les seigneurs du CAMES dans chacun de ces pays pour discuter avec eux. Parfois, vous savez, dans ces systèmes-là, on va jusqu'à faire campagne dans le pays d'un challenger. On va vers les autorités de ce pays-là. Parce que jusqu'au dernier moment, et il a semblé, il a insinué tout à l'heure, mais s'il était revenu, je ne sais pas, au chef de l'État béninois par exemple, si un rapport d'État lui avait été fait pour dire, bon, voici la tendance, voici les postes de résistance. Monsieur le Président de la République, faites parler maintenant vos relations, votre carnet d'adresse, votre diplomatie, votre puissance diplomatique, pour que nous puissions lever des... Pourquoi pas? Si par exemple l'Ivoirien, sa candidature était retirée à un moment donné, c'était fini. C'est le boulevard ouvert pour nous. Et donc, maintenant, dans l'absolu, supposons que même la campagne était excellente. On a fait une bonne communication. Et puis, on va à la compétition, même si c'est une désignation, le cercle de gens, de grands électeurs, qui devraient donc désigner, n'a pas porté son choix sur Christine Ouinsavi. Est-ce qu'il faut venir dire tout ça pour ça? Et je finis en disant, lorsque vous avez le rang de professeur titulaire, de scientifique à ce niveau-là, lorsque vous voulez dénoncer, c'est pas des messages à la Twitter, hein. Non. Vous préparez un document. Si c'est tant que c'est nécessaire, vous faites une conférence de presse où vous posez vos postulats, vous dites qu'il y a problème au CAMES. Ça veut dire que tous les arguments que vous sortez après sont béton. Et même dans le monde scientifique, les gens vous comprennent et vous dites c'est vrai. Mais si vous vous contentez de jeter de l'opprobre sur l'institution. Et justement, après avoir participé au jeu. Pourquoi au cours du jeu, si par exemple c'est elle qui était désignée, elle n'aurait jamais dénoncé. C'est cela. Donc je trouve que elle n'a pas pu, mais ça peut arriver à tout le monde. Et ça, il faut le lui concéder. C'est peut-être des conseils qui ont manqué. Voilà. Vous pouvez être, c'est comme à n'importe quel âge, hein, quand ça vous arrive de mettre tout votre espoir dans quelque chose et ça chute. Si on ne vous encadre pas, si on ne vous enlève pas votre téléphone aujourd'hui, avant c'était la plume ou bien un micro, vous risquez de dire des choses qui ne sont pas dignes de gens qui ont 2-3 fois moins que vous l'âge. Merci à vous, Julien Nkiti. Je rappelle, vous êtes chroniqueur politique. Vous étiez dans ce studio avec Yves Patrick Loco. Il est journaliste, membre, et bien sûr de la rédaction de la Radio Nationale. Il était avec nous. Ça fait un bout de temps qu'on ne l'a pas retrouvé. Il est venu aujourd'hui à la maison. Et après l'engagement de revenir souvent. Vraiment, il sera avec nous le plus souvent possible, comme il nous l'a dit, et comme son calendrier le lui permettra. Ouais. Chers auditeurs, point 7, c'est fini pour cette semaine. Merci d'avoir été avec nous. À vendredi prochain. Le point 7. Le point 7. Votre émission de décryptage de l'actualité nationale et internationale sur Diaspora FM, la 102.3, tous les vendredis à 18h, rediffusion dimanche 17h.